C'est parti. Eh bien, bonjour. Non, bienvenue tout le monde. Merci pour cette dernière. Vous êtes venus en nombre. Je pense que c'est l'effet licorne. Je vais du coup m'habiller comme ça tout le temps maintenant. Donc aujourd'hui, on reçoit Aurélie et Horatio. Je suis super content de les recevoir parce que ce talk-là, je l'ai connu notamment ma première semaine où je suis arrivé dans l'équipe. Et ça fait un moment qu'on voulait le donner, donc c'est cool. Je pense que vous allez apprendre plein de trucs sur un métier qui est bizarre, qui est un métier de DevRel où on est parfois habillé en licorne. Comme d'habitude, on capte en vidéo aujourd'hui. On va se prendre quelques photos. Donc on demande à chaque fois si vous ne voulez pas apparaître sur les photos. En général, on les prend plutôt de derrière, mais faites-nous signe, on évitera que vous soyez dans le champ. On commandera des pizzas. Qui veut rester manger après? Il faut qu'on sache combien de pizzas on commande. Tu comptes? Moi, je compte pas. Voilà, on est raccord. Etadix reprend le 24 janvier avec Mathis. A priori sur un truc sur la cybersécurité, mais Mathis, il a eu 24 idées de talk depuis qu'on l'a vu, donc ça va être un talk avec Mathis. Voilà. Nous, alors la plupart on se connaît, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Fanny et Stéphane, on est co-créateurs de Tadix. On peut nous joindre sur tous ces trucs-là si vous voulez proposer un sujet, n'hésitez pas, on est preneurs. On accueille aussi les primo speakers pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Et un gros merci à Roxane Chanpao, qui est la personne qui a fait toute l'illustration de Tadix, parce que si ça avait été moi, ce serait beaucoup plus moche. Du coup, je vais passer la main à Horatio et Aurélie, qui vont nous parler du métier de DevRel. On va juste faire une pause pour que je puisse donner le micro. Je pense que certaines personnes là doivent se demander pourquoi on est licorne. Même si on a déjà vu Stéphane en licorne et Fanny en licorne, il faudra qu'on se fasse une photo tout à l'heure. Et je vois notre déguisement là au fond. Mais très bien. Pourquoi nous, on a parcouru un peu la France et quelque part à l'étranger en faisant ce talk déguisé en licorne? Bah, on leur raconte du coup pourquoi? Ouais, mais si on se présente d'abord, ça ira. C'est mieux? Allez, c'est mieux. Bon, alors tu commences? Ouais. Donc moi, je suis très éblouie. Je suis Aurélie Vache. Je suis DevRel du coup chez OVH Cloud. Je suis Docker Captain, CMCF ambassadeur. Je connais d'autres, oui. Google développeur experte dans les technologies du cloud. Je fais des talks, des sketch notes. Et je suis très investie dans des associations et je suis co-organisatrice d'une conf dans un camping aussi. Un 10 chez vous. Et toi, Horatio, alors? Moi, c'est Horacio González. Vous arriverez peut-être à percevoir un petit accent quand je parle. Si vous vous concentrez, ça vient du fait que je suis espagnol et malgré plus de 20 ans en Bretagne, l'accent ne part pas. Je suis aussi assez investi dans les communautés. J'organise aussi les campings de speakers, Google Developer Expert et tout ça, mais surtout, mon boulot principal, c'est m'occuper de la team DevRel de OVH Cloud. Et c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est là. On est ici pour parler de ces métiers, ou plutôt ces familles de métiers. Developer Relations. Développeur évangéliste? Technical Content Creator. Après, il y a
Ouais, bah, tous les métiers, en fait, donc de évangéliste à Advocate, developer et tout. advocate. Ouais. Qu'est-ce que sont tous ces métiers-là? C'est des métiers un peu bizarres. C'est des gens qui font de la tech et qui se déguisent en licorne et qui font Également. des démos depuis leur piscine comme d'autres. C'est bien. Voilà. Bon, bah, on va essayer de Tous ces faire un peu plus métiers-là, clair. en fait. Ouais. Et pourquoi on pense que c'est intéressant qu'on voit plus clair? Alors, en fait, bah, tout a commencé quand un de nos collègues nous a demandé, bon, DevRel, c'est quoi en fait? Parce que bah, tous les gens nous regardent en fait avec de gros yeux. Dev quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc du coup, on s'est dit que, et en interne, et en externe, on allait du coup démystifier ce terme et raconter du coup ce que l'on fait au quotidien. Dans mon cas, l'idée est venue le jour où mon père m'a dit « Mais tu peux m'expliquer à quoi on te paye ?» Mon père, c'est un informaticien vieille école, il a fait toute sa carrière en IBM sur un mainframe, avec, en plus avec costard cravate. Et donc, voilà. Bon, bah, c'est quoi les DevRel? Dev quoi? C'est qu'on fait quoi? Bah, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que nos potes pensent qu'on fait? bah, qu'on se déguise en licorne. J'ai envie de dire c'est pas faux. C'est pas faux, t'as vu? On est des lanceurs de paillettes comme de façon un peu méprisante, certains disent aussi. Également. Et on passe notre temps sur les réseaux sociaux. Bah ouais, sur YouTube, Twitter, sur Twitch, sur plein de trucs, ouais. Sur Internet. Et qu'on passe notre vie en conférence, à parler, à raconter d'histoires. Ouais. Et on connaît les gares et les aéroports sur le bout des doigts. Et certains hôtels, et normalement un restaurant par ville. Japonais? Ouais, c'est possible pour que ça soit compatible avec Aurélie, ouais. Ah. Des fois, on connaît même les cars et les cars de nuit. Ouais, m'embête. Je pense que sur ça, Aurélie a mis en garde à vous faire. Alors, attention. Attention, je vous recommande de ne pas mettre votre valise en soute ou bien vous la gardez en fait dans vos yeux, toujours. Parce que t'en as qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. J'ai appris la signification de arrêt commercial. C'est quand les cars s'arrêtent dans une ville. Et à ce moment-là, les bagages sont sous la supervision des voyageurs, pas des chauffeurs. Dès que le car est à l'arrêt, sa responsabilité s'arrête aussi. Au revoir la valise. Adieu. Et si comme moi, vous avez des problèmes de cervical, passez toute la nuit là-dedans, je ne vous le recommande pas non plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Avoir un toc en plus. Parce qu'en fait, le métier de DevRel est bien plus que ça. Ce qu'on vous a raconté, comme notre ami Wassim dit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses en bas qui consomment la plupart de notre temps et beaucoup d'énergie. Et c'est sur ces parties-là de vos métiers qu'on a surtout envie de vous parler. Ouais, d'accord. Donc, on va parler du DevRel sous les paillettes. Qu'est-ce que c'est pour DevRel? Bon, bah, je suis désolé parce que là, j'ai eu du mal. J'ai passé 3 ans avant de pouvoir dire ça, mais le DevRel, c'est du marketing et de la communication. Mais, il y a mais, sinon je ne serais pas là, c'est du marketing et la communication technique. Pour les Pour techs, des techos. Par des techos, pour des techos. Les techos en général, je ne vous apprends rien, on déteste le marketing traditionnel. On déteste une approche vendeur. On déteste qu'un un type en costard cravate vienne te dire ce software-là, c'est la solution à tous tes problèmes présents et à venir. Ou pas. Donc c'est pour ça que c'est pas ça ce qu'on fait. On fait des marketing et communication technique à destination des tech. Et pourquoi la boîte nous paye pour faire ça? Parce que, à fin de compte, l'objectif c'est que vous trouvez intéressant ce qu'on vous raconte, que vous trouvez intéressant les produits qu'on vous présente, que derrière, quand votre chef vous dira on va chez
tel cloud provider américain ou chez OVH, vous disiez, on peut tester chez OVH et il y a des licornes sympas qui m'ont raconté des trucs sympas sur OVH. Basiquement, c'est ça. Exactement. Mais en gros, sur quoi on se base? Sur 5 piliers selon nous. Donc, le premier, c'est avoir une bonne expérience développeur. Donc, en gros, soignez vos API, vos outils en ligne de commande, vos intégrations. Parce que, en fait, avoir une CLI, c'est cool, mais avoir une CLI facile à prendre en main, avoir des commandes cohérentes avec un README, une documentation qui soit à jour. Et des tutos pour savoir quoi faire avec. C'est mieux en fait. Donc en gros, c'est vraiment très important, c'est l'expérience développeur. Et sans ces piliers-là, les restes sont bancals carrément. Ensuite, il faut faire partie des communautés. Mon chef m'a demandé, le croisé aujourd'hui, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites à aller à Tours raconter votre histoire? Ça c'est des communautés. Et après, ces communautés-là font vivre des conférences, par exemple Tourantech. Et Tourantech, c'est là. Voilà, moi j'ai le t-shirt là. Mais c'est ça, il faut être avec les communautés, faire partie des communautés, pas profiter des communautés. Non. Il faut être vraiment un membre de la communauté. Et c'est là que tu peux construire une vraie relation de confiance. On verra, le mot confiance va revenir très souvent. Et après, c'est évangéliser pour mieux faire connaître nos produits, nos services, nos applications. Et la boîte même. Très important. Même faire connaître notre métier et indirectement, ça aide aussi. Donc l'évangélisation, c'est toute cette partie-là, mais l'advocacy est aussi extrêmement importante. C'est le contraire, c'est récupérer vos feedbacks, récupérer ce que vous nous dites, mais c'est bizarre, cette API ne marche pas bien, ou ce truc-là, les tutos sont pas assez complets, ou ce truc-là, c'est de la merde, pourquoi vous ne faites pas plutôt ça qu'il nous faut? Et ces feedbacks-là, interagir avec eux et interagir avec les équipes internes pour essayer de corriger, d'améliorer, d'adapter notre offre de produits à ce que vous nous demandez. Et bien entendu, aider les développeurs de quelconque manière, en fait, donc en interne dans nos entreprises et en externe dans les communautés, sur les réseaux sociaux, sur du Discord, là où les développeurs sont. Parce que là, il faut avoir clair que tout ça, ça doit se faire de façon honnête, sincère. Si tu es là et tu utilises les communautés que parce que tu fais ton talk, tu veux shiner, tu veux mettre en avant ta boîte, ça ne marche pas. En developer relation, il y a la partie relation. Et ça, c'est vraiment important, construire sa relation de confiance. Et qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité pour faire ces piliers-là? C'est là qu'on a la partie participer à des événements techniques comme speaker, mais non pas que ça. Convaincre la boîte de sponsoriser des événements et être là présent. On sera à Tourantech cette année encore et on est ravis d'avoir réussi à le faire. Organiser aussi, ou simplement aller aux événements, discuter avec les gens. Et donc, créer et publier du contenu technique, des vidéos, des podcasts, des tutoriels, des articles, ce que vous voulez, mais avec votre propre imagination et créativité, c'est très important. Être une partie de la communauté, là je reviens encore sur ces notions de confiance. Si tu es là pour profiter de la communauté, ça se voit. Et donc il faut s'insérer dans la communauté, faire partie, aider, discuter, passer du temps dans la communauté. Et ça rejoint aussi les points suivants. Être donc là où les conversations se font en fait, donc dans les conférences, dans les événements, dans les réseaux sociaux aussi, en physique, en virtuel. Être partout en fait. Oui, quand on peut. Et cette fois, last but not least, il faut qu'on reste technique, parce qu'il y avait la notion de confiance. Si je vous raconte, testez ce produit-là, je crois que pour les use cases que tu viens de m'expliquer, ça pourrait marcher.
Bah, au moment où je suis plus technique et ça fait Tu l'as des ans testé que ou je n'ai pas pas tapé une ligne de code et je ne sais pas remplir ces use cases avec mes petits mains, bah, je ne suis pas fiable. Donc il faut qu'on reste des techos qui parlent nos techos. Pratiquer, pratiquer et pratiquer. Les 3 P, on appelait ça, C'est non? ça. Et je suis très fier de cette slide. Le jour où je l'ai présenté au COMEX, je me suis senti vraiment fier. Et derrière, on m'a donné une équipe. Je n'arrive pas à le croire, quoi. Mais basiquement, c'est super important. Le mindset, c'est ça qui change tout. D'ailleurs, j'ai présenté cette slide même à Worldline avant l'été et je me suis senti aussi très fier. Parce que le mindset est important. Pas de bullshit. Pas d'approche vendeur, costard, cravate. On doit rester des techos qui parlent nos techos. Avec... En gros, en fait, on parle de ce que l'on connaît. C'est très important. Et on doit être sincère. On n'est pas là pour survendre un produit. En fait, si on vous dit ce produit-là est super, ça va résoudre tous vos problèmes, vous le testez, c'est de la merde, bah, on a perdu toute la confiance. Mais carrément, ah mince, c'est enregistré. J'ai dit c'est de la merde. Oups. Coupé, voilà, fait. Non, ça reste là, ça reste nous. Nous montrons ce que nous faisons et on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit, on est là pour vous montrer des choses qu'on aime bien. Et si on vous dit, bah, ce produit-là, ça peut t'aider, bah, c'est parce qu'on le croit honnêtement. Et cette notion-là, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas toujours évident d'expliquer en interne dans une boîte au gars de marketing, hey, tu m'accompagnes et tu racontes au client que ça c'est magique. Non. Non. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est pas magique. Mais tu peux le dire? Non. Bah non, mais pourquoi? Car on est tech avant tout, en fait. Donc non. Et parce que notre seul capital, c'est la confiance. Si vous dites, ils disent des conneries, bah, notre métier est inutile, quoi. Et Le donc DevRel en tant que métier maintenant, alors. Bah, Qu'est-ce que écoute. c'est, ça? Bah, c'est d'abord quelqu'un de technique qui a connu des problèmes de dev, de production, de debugging, qui a eu des soucis, qui les a résolus et qui reste en gros technique. C'est très important. L'envie de dire que ça n'est... On me demande à quoi ça ressemble à un DevRel junior. En général, ce n'est pas un junior dans la technique. Ça peut arriver, mais vous voyez l'équipe. J'allais dire Aurélie, c'est la plus jeune de l'équipe. Mais honnêtement, il faut avoir pour nous, tel qu'on comprend le métier, il faut avoir une certaine expérience dans la technique. C'était frotter à des problèmes, c'était frotter à des choses qui ne marchent pas, c'était un peu frotter à la prod aussi. Important, pour comprendre quand on parle avec les gens, le type de problèmes qu'ils sont et si tes produits vont être une solution ou pas. Donc oui, c'est vraiment très important. Ah, je vais le smile, c'est quoi? On est tous très différents. On est tous très atypiques et c'est tant mieux. Là, on a 3 de nos héros dans les métiers. Sébastien Blanc, donc si vous ne le suivez pas, bah directement là, Twitter, suivez-le en fait. Bah, si vous pouvez vous demander s'il y a quelqu'un de plus barré que nous dans les métiers, Sébastien. Il est très rigolo, il est très très bon humainement, très très bon techniquement et il sait démystifier en fait tout, je pense. Et il est un passionné. C'est top. Tiens, c'est peut-être une chose en commun. On en parlera. La passion, tiens. Ouais. À côté, il y a Philippe Charrière. Lui, il dit qu'il n'est pas un DevRel. Sur sa fiche de poste, c'est pas marqué DevRel. Et pourtant, c'est un des premiers à avoir fait ce métier en France de façon indirecte. Et il sait aussi vulgariser tout et il est un passionné capable d'apprendre de nouvelles choses tout le temps, se réinventer. Et très important, tous ces 3-là en fait sont humbles également. Le dernier, c'est Matt Revol. C'était la personne qui m'a dit... non, c'est la personne que d'abord, j'ai vu un conf et je me suis dit, ça c'est le métier que j'ai envie de faire. C'est un des DevRel de première génération. Et là,
bah, justement, il faisait des démos de dingue, il testait de nouvelles choses, il donnait envie de tester les produits derrière. Et il était humble, il lui posait n'importe quelle question. Et c'est lui qui m'a dit, bah, tiens, c'est un vrai métier, ça s'appelle évangéliste. À l'époque, c'était plutôt la dénomination des gens de Microsoft qui avaient sorti le terme évangéliste, et qu'aux États-Unis, ça sonne très bien, en Europe, ça sonne un peu bizarre. Alors que nous, non. Mais qui m'a fait la première explication que j'ai entendue de ce métier-là. Et tous les trois ont quelque chose en commun, ils sont des passionnés, ils aiment ce qu'ils font. En général, nous, on pense que c'est un métier de passionné. Ouais. Et bah, en fait, bah, tous les donc, 3, 4, 5, 6, on partage quoi en fait du coup? Un ADN. Oui, c'est ça. Le même ADN, les mêmes valeurs rendent les développeurs heureux. Et ça se voit par comment, aussi en commun, on est arrivé à ce métier. En général, on a commencé tous par les communautés. Attends, je fais le... Voilà. D'abord, on est allé à des meet-up. Ensuite, on a dit, tiens, vous pouvez aider à les co-organiser. C'était aussi ça pour ton cas. Ouais, après, bah, tu te retrouves organisé des meet-up et un jour, tu n'as pas de speaker de prévu. Bah, tu pourrais parler. Olé. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Bon, bah, tu Trop parles. de gens là, non, non. Et après, on te dit, tiens, mais dans les meet-up de la ville à côté, ils n'ont pas de speaker et ton talk était chouette, tu peux peut-être le donner là-bas. Il y a un talk et des talks. Et après, oh, pourquoi tu ne les soumets pas à une conférence? Et après, pourquoi tu n'aides pas à organiser la conférence? Et, voilà. Et après, tu te rends compte un jour que tu passes énormément de temps Toutes les à soirées, faire ce type de choses. Tous les week-ends et midi, et voilà. Et tu te dis, mais ça me consomme beaucoup de temps, ça me consomme beaucoup d'énergie, et j'adore faire ça. Bah, il faudrait peut-être trouver la façon que ça devienne mon travail. Et c'est très cool au final. Et ça, c'est peut-être la chose qui aura en commun dans la plupart des DevRel que vous allez croiser. Nous trois y compris. Et même des presque DevRel qui s'ignorent, quoi. En général, comme on a vu, les tâches, il y a deux grandes familles. La première, la évangélisation. L'évangélisation, c'est ce qu'on fait, c'est bouger, discuter avec les gens, faire connaître notre boîte, nos produits, ou parler de choses qui n'ont rien à voir, comme le métier de DevRel. Mais par contre, je suis sûr que si dans une semaine ou deux, on vous parle d'OVH, vous penserez à des petites licornes qui sont venues vous raconter des histoires. Parce que derrière, vous pouvez vous demander, mais pourquoi la boîte les paye les déplacements pour venir ici? C'est vrai, c'est pas faux. Parce que, comme j'ai dit, ils ont compris qu'il faut avoir ces relations avec les communautés et que c'est bon dans le long terme pour tout le monde. Après, ouais. Et la deuxième partie? Faire de ce qu'on appelle du coup donc de advocacy. En gros, c'est récupérer les feedbacks, les remonter aux équipes internes. Avant, du coup, on teste tout également, c'est très important. Et on communique, du coup, avec plein de teams très différentes. Et après, on redescend toutes les informations aux développeurs à l'extérieur. Alors, s'il y a 2 slides à retenir, c'est celle-là et la prochaine après. Parce qu'en plus de les slides sur les bullshit, on m'avait dit, oui, mais il faut quelque chose qui puisse convaincre des dirigeants. Bah, écoute, pour moi, dans les DevRel, il y a une vraie pyramide de Maslow. Une pyramide dans laquelle, dans les plus bas, il y a des briques de base. Que si tu ne les as pas, tout le reste, ça sert strictement à rien. Les briques de base, c'est la documentation technique, à jour, les tutoriels, les feedbacks. Et ça, comme Aurélie dit, on a une chose en commun. C'est que ce sont des choses qu'il faut renouveler en continu. La documentation, c'est comme les briques de lait que tu laisses sur le frigo. Ça commence très vite à pourrir. Et si tu vois tes docs et tu vois qu'il y a certains docs que tu n'as pas touchés en 6 mois, au pire une année, c'est que là, il faut mettre quelqu'un sur le coup parce que, à minimum, essayer de les refaire et vérifier si tout ne marche et mettre à jour les versions. Ça, c'est le minimum indispensable. tester. Ouais. Tu la testes toi. Tous ces premiers niveaux, c'est à refaire en permanence et c'est les bases.
Et pourquoi sans ça, tout le reste, les tutoriels, les blog posts, les use cases, les meet-up et conférences, tes API, tes tooling, compagnie. pourquoi tout le reste ne sert à rien? Parce que si tu n'as pas ça, et par exemple, tu viens faire un talk, et après je vous dis, oh, le produit machin, il fait des merveilles, je vous fais une super démo, qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez chez vous? Vous allez vouloir les tester. Et là, Vous allez sur le site, c'est le drame. vous voyez un tutoriel, punaise, ça marche pas. Vous voyez une doc, il parle de la version 12 et on a la version 17. C'est nul, attends, Vous dites, c'est nul. c'est des guignols, allez, au revoir. C'est nul. Et ça, c'est pire que si vous n'aviez pas connu le produit, quoi. Tout le monde sourit, bah, Parce que tout le monde on a a déjà tout vécu, vécu en ça. fait. Donc c'est pour ça que quand je Ça, le parle problème. de pyramide Ça, de le Maslow, c'est littéralement ça. Ensuite, c'est cool d'avoir des use cases détaillés, un SDK, des Un peu API. Ouais. Et si tu n'as pas ça, bah, ça ne vaut pas la peine d'aller produire des super contenus, des contenus avec d'autres boîtes, à parler à conférences. D'abord, assure-toi que les étapes en bas sont ça. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas te dire que tu vas créer ta propre communauté, que tu vas créer ton programme de OVH Cloud Expert ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un ordre à faire des choses et c'est important parce que sinon, tu te fais plaisir, mais derrière, tu n'apportes pas de valeur Bah non, ouais. à la boîte. Quel intérêt au final? On n'a pas du tout. Et on m'a... c'est là également à retenir. Voilà. Et on m'a dit, alors, racontez-nous quelles sont les choses que vous faites, mais essayez d'expliquer ça pour qu'on voit où il y a de la valeur créée. Donc, bah, par exemple, en fait, ce qui est très important et qu'on en parle, en fait, je pense très très peu, c'est être le client zéro, en fait. Tester en avant-première et très rapidement tout remonter, tous les soucis, tous les problèmes de TX, pour l'expérience des développeurs, etc. C'est tester, en fait. C'est très important. Ça, c'est super important. Et en plus de faire en tant que quelqu'un d'externe aux équipes de dev. On est des généralistes et on arrive là. Si nous, on a T'as des pas eu soucis, d'infos, en fait? Bah, cool. Okay. si nous, on n'arrive pas à les faire marcher bien, c'est que c'est sûr qu'aucun client externe ne va les faire, quoi. Bah oui, ouais. C'est ça le problème. Et ce client zéro, bah, c'est un rôle qu'on doit faire sur de nouveaux produits, mais sur les produits existants et tout le temps. Après, Un autre truc intéressant, à part la partie qu'on a déjà parlé de création de contenu, d'être présent dans les canaux de diffusion, c'est par exemple la partie storytelling. C'est une compétence qui est, mine de rien, très générique. Ça s'applique à notre métier, ça s'applique à d'autres. On a faire, ouais, bah, c'est peut-être très bien. Tu vois des slides avec plein de bullet points et tu vois des diagrammes qu'il te faut un quart d'heure pour déchiffrer quoi ça ressemble. Bah non. Voilà. Alors, c'est très bien, c'est toi qui comprends bien ton contenu. Laisse-nous essayer de le mettre en forme d'une façon que le public puisse digérer. Et ça, moi, je n'étais pas conscient de ça quand j'ai démarré en tant que vrai. Je ne sais pas si vous étiez conscient. Non. Mais c'est mine de rien un super pouvoir, savoir raconter des trucs compliqués d'une façon que les gens puissent avoir envie d'écouter jusqu'à la fin et puissent comprendre. Et tous ceux parmi vous qui avez déjà été speaker, vous voyez bien de quoi on parle. Mais dans une boîte, bah, il n'y a pas tant de monde qui sait faire ça, donc essayer de diffuser ces compétences-là, c'est extrêmement important. Après, il y a plein de choses, le mentoring et le coaching. Très important, en fait, c'est parce que, oui, alors du coup, oui, on fait des articles de blog, des tutoriels, des talks, mais nous, en fait, ce que l'on aime, c'est accompagner et mettre en valeur, en fait, tous les autres. Donc, en gros, grâce au storytelling, grâce à des ateliers de prise de parole. Prise de parole en public, voilà. C'est très très bien. Et accompagner aux gens pour qu'ils écrivent leur premier article de blog, pour qu'ils écrivent leur premier, pour qu'ils créent des contenus. Et cette partie-là, c'est parce qu'un côté on aime ça, mais c'est aussi parce qu'on n'est que 4 et nous, par exemple, la plupart des équipes de Frel sont petits. 4 4 qui font des choses et un manager qui n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Non. Justement, c'est bien dit 4 personnes qui créent des contenus aujourd'hui. Moi, malheureusement,
mais le boulot de manager, si un jour on vous dit, vous allez devenir manager, vous allez continuer à être aussi opérationnel qu'avant, Fake news. ouais, fake news. Donc, en pratique, on est 4 personnes à faire tout ça, et un manager qui essaye d'être 10%, 20% pour créer ça. Tout seul, on ne peut pas le faire. Derrière, il faut qu'il y ait d'autres personnes. En fait. Donc, même d'un côté, on adore faire ça, mais de l'autre côté, c'est la seule façon pragmatique de que ces pyramides-là puissent se faire, que les contenus puissent être créés, que les tutoriels puissent être mis à jour, qu'il y a des vidéos qui sortent, etc. Ouais. Et quelles sont les compétences nécessaires pour être DevRel? Aimer, apprendre et partager, en fait. C'est très important parce que si le public, en fait, a l'impression que l'on prend du plaisir, vous en prendrez pareil, en fait. Donc, et pourquoi aimer apprendre? Tu sais déjà plein de choses sur les clouds quand tu arrives, non? Moi? Oui. Ah oui, mais comme les technologies, en plus, elles évoluent tous les jours, nous, c'est, on va dire, c'est dans notre cœur de métier, en fait, de tous les jours. On apprend, on se renseigne, on teste, et encore, en fait. Donc, mais c'est aimer cool. apprendre et partager. C'est cool, Moi, pour moi. je confirme celle-là, oui. Ouais. Être un bon généraliste. Et en fait, toujours en apprentissage, mais je revendique le fait que je suis un spécialiste en rien. Et tant mieux. En licorne? Même plus trop, mais je sais faire plein de choses, mais je suis un généraliste. Et je pense que pour le métier, c'est mieux d'être un généraliste. Parce que si je suis le meilleur expert au monde en Kubernetes, par exemple, et je viens vous parler de Kubernetes, ça va être difficile que je puisse me mettre dans la tête de quelqu'un qui connaît un petit peu, mais pas plus que ça, ou de quelqu'un qui ne connaît rien. En étant généraliste, en apprenant tous les jours de nouvelles choses, c'est beaucoup plus simple de te mettre dans le rôle de « Wow, je dois expliquer ça, mais pas pour les 4 experts qui sont dans la salle, pour que tout le monde les comprenne. » On verra après, ça apporte un problème aussi, c'est que je suis sûr que dans la salle, il y a des gens que j'ai fait un talk, on a fait à Barcelone un talk très sympa sur les opérateurs, non, sur les providers Terraform. Je suis sûr que dans la salle, non, je sais qu'il y avait au moins 2 ou 3 experts qui connaissaient beaucoup plus que moi et un peu plus qu'Aurélie sur les providers Terraform. Mais voilà, nous on était là pour que les gens qui ne me connaissent pas aient envie de les découvrir et puis qu'ils comprennent. Ce n'est pas notre rôle d'être expert, notre rôle c'est donner envie aux gens. Très bien. Alors en gros, on est amené en fait à parler, à communiquer avec plein de gens très différents. Donc c'est très important de, avant tout en fait, être un bon, on va dire, listener, on écoute en fait, c'est très important de, avant tout, on écoute, on comprend le besoin, le contexte, et après du coup on fait quoi d'autre? Après, moi j'aime bien le rôle de reviewer, c'est très intéressant cette idée-là de... Aussi, on doit travailler avec des gens en interne et en externe, et on a les CD, donc tu passes beaucoup de temps à revoir des contenus, à revoir des codes, à essayer de voir comment ça peut s'améliorer, comment ça peut être plus clair, comment tu peux fixer ces punaises de problèmes qui embêtent la personne mais qui t'embêtent aussi toi. C'est ça. Après, le rôle de créateur, c'est aussi, on doit créer des contenus, on doit être capable de coder nous aussi, de créer des tutos, de créer des vidéos. Mais je crois que pour moi, le rôle que je préfère dans tous ces cas-là, c'est le dernier. T'as ramené tes pompons? Non, mince, il n'y avait pas de la place dans la valise, désolé. À chaque fois, c'est pareil. Mais oh. À chaque fois, c'est pareil, attends. Bah oui, attends, les pompons. Mais oh. Non, mais là, c'est très important, en fait, de accompagner, en fait, tous les gens et de les encourager, du coup. Donc, être, on va dire, le
ou là, Pom Pom Girl Boy. D'accord. Mais oui, c'est. D'ailleurs, si je vous demande, dans ce sens-là, Star Wars épisode 4, avec quel personnage vous vous identifiez plus? Avec Luke Skywalker ou avec Obi-Wan Kenobi? Notre métier, c'est plutôt être le Obi-Wan Kenobi de l'épisode 4. On n'est pas là pour être les héros de l'histoire. On est là pour que d'autres personnes, petit à petit, ils réussissent, et que ça soit dans leur activité, ou que ça soit à communiquer mieux, à devenir speaker, à créer des contenus. Exactement. Mais si vous voyez cette slide-là, ça pourrait s'appliquer aux communautés open source aussi, par exemple, aux gens qui organisent des meet-up. C'est des compétences très transverses pour les gens qui travaillent dans une communauté. Ah, celle-là, je te la laisse parce que je suis encore un amateur en ça, quoi. Non, la partie proactive, j'arrive à faire très bien. Je suis un emmerdeur de première classe. Bien mais la organisé, partie bien organisée, en fait... Alors, en gros, comme en fait, on est amené tous les jours à switcher d'une tâche à une autre, d'une priorité à une autre, d'un WebEx, d'un Teams, d'un Meet, de notification, et on est également en déplacement et en conf, etc. Alors, même si on est en conf et en déplacement, et toutes les autres tâches, en fait, c'est pas stop. Non. J'ai bien essayé, ça continue, promis, en fait. je vous assure. Non, ça marche pas. Donc en gros, c'est quand même très important de bien être proactif et être bien organisé. Laisse. C'est pour ça que j'ai une équipe merveilleuse. Ça me permet d'être comme je suis. T'as l'excuse, n'empêche, rien. Non, mais voilà. Bonne excuse. Très important aussi. Savoir communiquer, être compris, en fait, je pense. C'est ça. Plus. Savoir exprimer ce que tu as à dire et que les gens te comprennent. C'est pas... si tu as un accent ou une élocution un peu bizarre, c'est optionnel. Je parle les 3 langues, j'ai un accent horrible dans les 3. Bon, écoute, j'arrive à me faire entendre. Pas grave, tu vois. J'arrive même à me faire comprendre, quoi. C'est ça. Au minimum. Oh, comment on peut être un bon frère pour les autres et du coup également soi. C'est très important cette dernière partie de pour soi. On va voir. Oui. Ouais. En gros, en fait, nous, ce qu'on aime, c'est rendre les développeurs heureux, c'est faire plaisir, en fait. Donc, nous, ce qui nous plaît, c'est et dans l'entreprise et nos amis, nos copains, tous les gens en fait que l'on aide, c'est que eux soient très très contents en fait au final. Donc en gros, et quand on gribouille en fait quelques illustrations et quand on fait des tutoriels etc. en fait c'est très important après en fait de se rendre compte que eux ça les a aidés au final. Donc c'est chouette. Mais. Il y a quelques pièces dans le métier. D'abord, il y a ce changement de contexte en continu et le fait que quand tu es souvent en déplacement, et la vie ne s'arrête pas et tu dois... Aujourd'hui, c'est midi, j'étais à Paris, en début d'après-midi, j'ai eu des réunions avec des clients, ensuite j'ai pris le train, je suis arrivé ici, il y avait tout un troupeau de vieux dans mon hôtel dont je n'ai pas pu laisser la valise, je viens directement ici, c'était un troupeau littéralement. Et maintenant, je suis déguisé en licorne à vous raconter des histoires. Et c'est compliqué de trouver des temps de qualité pour te mettre focus sur une tâche. Et la fatigue. Donc du coup, faut faire très attention à la fatigue, parce que même si on est des grands passionnés, spécialement parce qu'on est des grands passionnés, faut faire très attention, car le corps en fait te le dit très vite quand c'est trop. Et faire très attention quand tes collègues te disent tu vas peut-être un peu trop loin, tu es peut-être trop fatigué. Bon, après, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais oui, non, mais là, les regards d'Aurélie, non, mais honnêtement, c'est très facile de se mettre dans les rouges sans se rendre compte, parce que
comme tous les métiers de passionné, bah, t'y à fond, et c'est le problème. il Donc, faut du trouver coup, un un équilibre. Ouais, un équilibre et une bonne organisation professionnelle, personnelle et communautaire également. Puisque on ne peut pas être partout, c'est impossible. Et pour les déplacements, il faut faire très attention à la famille, les Ni trop tôt, conjoints. ni trop tard. Ça implique des contraintes. Et tous les frères ne sont pas obligés de se déplacer autant. Et il y a des façons de faire ce métier avec moins de déplacements, mais il y en aura. Donc il faut bien être capable de trouver le bon équilibre qui convient à tout et chacun. C'est ça, c'est important. Bon, celle-là, je te la laisse parce que... Je ne connais pas du tout. Hein. Je ne connais pas son nom, pas ça. Non, mais, comme on l'a dit, donc oui, on fait des talks, des tutoriels, on est, on va dire, dans plein de trucs. Mais le souci, c'est que quand on donne des talks, quand on fait des articles, ceux qui les lisent sont bien plus doués, s'y connaissent en fait bien plus que nous. Donc du coup, nous, c'est très nul, parce que pourquoi en fait? Moi, je parlerai de Kubernetes. Je ne l'ai pas en fait créé. Donc du coup, très vite, on peut, on va dire, ressentir ce syndrome d'être un imposteur. Donc il faut faire très attention aussi. Et il faut se rendre compte que ton métier, encore une fois, c'est pas être le plus expert de la salle, c'est être celui qui peut vulgariser les choses et faire que les autres s'intéressent et les donnent envie d'apprendre et aide cet apprentissage. Et il va toujours avoir des gens qui vont connaître plus que nous. Écoute, ok, d'accord, c'est pas grave. il faut apprendre à vivre avec ça. Attention, burn-out. Attention au burn-out. Comme je vous ai dit, c'est un métier de passionné. Les métiers de passionné ont tous les risques de burn-out. Celui-ci, en plus, avec les changements de contexte, les déplacements, tout ça, tu avais une stat sympathique sur ça, non? Exactement. Il y a quelques temps, en fait, une autre DevRel qui m'a dit, en fait, la durée de vie d'un DevRel dans une entreprise. Heureusement que je ne sais pas quelle est la durée de vie tout Storytelling. Hein. Du coup, j'ai travaillé la phrase. Du coup, c'est de 18 mois. Donc 18 mois, oui. C'est très court. Ça m'a, mais on va dire, j'ai fait... Et la plupart ne changent pas parce qu'ils vont avoir un meilleur salaire, ils changent parce qu'à un moment donné, ça fait too much. Ils changent, ils se prennent 2 mois de vacances, en gros, ils démarrent à nouveau parce que c'est un métier que, comme c'est passionnant, tu as envie de faire, mais le risque de burn-out est là. Très élevé. Il faut les surveiller pour soi, mais il faut les surveiller surtout pour les autres, parce que ça c'est quelque chose que les autres vont détecter bien avant toi. C'est vrai dans tous les burn-out, dans les nôtres c'est particulièrement vrai, quoi. Et c'est là que c'est très important la notion d'équipe. On en parlera après, mais ce n'est pas un métier à faire en solo, honnêtement. Je l'ai vécu, j'étais là, je l'ai fait pendant des années. C'est compliqué. Ce n'est pas un métier à faire en solo. Bon, maintenant on va vous raconter comment ça se passe, notre équipe chez OVH Cloud. Licorne. Payette. Et Claude Sourin. Et là, on pourrait même presque demander à Stéphane de venir nous rejoindre parce qu'il connaît cette histoire lui aussi. Non, je parle pas. Tout ça a commencé en 2018. J'ai hacké un entretien d'embauche. Pirate. Je venais de faire 5 ans dans une start-up. J'avais subi un de ce que tu te retrouves un matin à la porte de la boîte et tu restes 2 heures dans ta voiture parce que tu n'arrives pas à trouver le courage de sortir de la voiture et affronter la journée jusqu'à qu'un collègue arrive, te voilà et dit mais qu'est-ce que tu fais Horacio? Et donc, en plus de ça, il y avait cet effet-là de le côté communautaire prenait énormément de temps. Et voilà. Donc, j'ai vu passer un poste de tech lead chez OVH Cloud. J'ai dit, tiens, on va tenter un truc. J'ai fait l'entretien.
Bon, bah, ça s'est plutôt très bien passé, la dame des RH était super contente, et à la fin, il me pose la question que j'attendais depuis le début. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait te proposer que te fasse venir chez nous? Je dis, bah, en fait, ce que tu peux me proposer, c'est pas ce rôle-là, mais un autre. Laisse-moi te raconter une histoire. Et je lui racontais la version 0 de ce talk. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce métier-là? Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que, bah, il a dit, tiens, c'est intéressant, je vais te faire un autre entretien avec quelqu'un de la boîte que peut-être il pourra sponsoriser ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être le seul DevRel de OVH, le premier et unique, sur le périmètre d'un produit qui à ce moment-là n'existait pas encore, c'était le Managed Kubernetes de OVH. Tout ça pour dire que quand tu es tout seul dans une boîte, bah, même pour un seul produit, tu dis, je ne pourrais jamais tout faire. Donc, on m'a dit, bah, tu peux essayer de kidnapper des mondes et de créer une communauté de DevRel à temps partiel dans la boîte, une practice DevRel. Et là, j'ai commencé à récupérer des mondes qui faisaient déjà des talks peut-être, ou qui avaient écrit des articles de blog, qui faisaient de la doc, et j'essayais de les fédérer, de les donner envie de faire des choses, de faire de l'onboarding, de mentoring, et structurer l'idée. Tiens, toi, tu fais déjà des talks, et toi aussi, et si on essaye de coordonner ça, d'être un peu plus présent, et d'avoir pour chaque produit au moins quelqu'un qui sait faire des DevRel. En gros, j'ai essayé de commencer par changer la culture step by step. C'est ma phrase. Mais bah donc, du coup, bah, donc la première, on va dire, Ouais, la première année, bah, t'as réussi du coup, donc à, on va dire, engager à peu près 40 personnes quand même, donc c'est assez chouette, je trouve. Une centaine de talks. Je crois que c'était hallucinant 108. quand même. Ah non, mais c'était Hallucinant, les trucs que quand on a mis tout ça hallucinant. noir sur blanc, c'est waouh! C'est énorme. Une quarantaine d'articles de blog. Sur un blog qui avait avant peut-être 3 articles par année autour des sujets complètement bizarres, on a fait 40 articles techniques. Hein? Et donc du coup... Et des gens qui ont participé en tant qu'organisateurs à plus d'une dizaine de conférences, donc ils s'impliquaient vraiment dans la communauté. Toujours, step by step, en fait, c'est très important. Mais il y avait un problème. C'est un très très gros périmètre qui va en gros, on va dire, du cloud, donc en gros, du Kubernetes, des bases de données, de l'AI, du Big Data, au bare metal également, au serveur dédié. Même les domaines, ces petits presqu'îles là avant, parce que personne apparaît, ne comprend leur métier. Et c'est un périmètre que quand il le compare, c'est même beaucoup plus large que ce que tu peux trouver chez un Google ou un AWS, quoi. Ça touche à tout. Et c'était clair depuis le début que ce qu'il nous fallait, c'était une équipe. Mais j'ai passé 4 ans à être seul dans l'équipe. Les besoins étaient, oui, Barracuda, bien entendu. C'est le rôle de Steph. Bon, je sais pas, je te laisse. Déjà, il a peur d'avion, donc ouais, c'est. Balance la mèche. Oh mince. Mais basiquement, pendant 4 ans, oui, j'ai besoin d'une équipe. Oui, tu as besoin d'une équipe. Un jour. Et encore. Mais c'est là que c'est vraiment un métier à ne pas faire en solo parce que c'est épuisant dans tous les sens. Et je crois que l'année dernière, en début 2021, enfin, mes chefs ont compris que peut-être c'était déjà ça. Et je n'ai pas eu une agence touriste, j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu une équipe de rêve. Ouais. Mais il y a Aurélie, il y a Olivier, que certains vous connaissez de camping par exemple, il y a Stéphane, cet ours polaire qui est là, il y a le dernier arrivé, Thierry. Ouais. Donc ouais, c'est cool. Ou plutôt, si vous préférez une autre façon de le voir, voici notre équipe. On est très content de comment ça s'est passé, ça nous a vraiment changé la vie, on a pu se structurer. On a pu se structurer pour
mieux bosser avec tout le monde. Donc, en gros, chacun a ses intérêts ou ses compétences. Certains vont s'occuper plus du côté base de données, d'autres plus du côté public cloud, côté Kubernetes, côté intelligence artificielle, mais on reste tous des généralistes au bout d'un moment. Et surtout, on travaille main dans la main avec tout le monde, avec les équipes techniques, avec les product managers, très important, être en raccord avec le product management, avec le product marketing, ceux qui font le vrai marketing, pas notre truc. C'est ça. Mais surtout, on peut les aider à que le vrai marketing soit mieux compris par nos utilisateurs et il peut nous aider à donner les priorités pour l'année sur quoi on doit se centrer. Donc, il faut qu'on travaille main dans la main. Ouais. Donc, quelque part, on est de façon complètement transverse. Et ça, c'est aussi dans une boîte comme OVH où il y a plein de produits, c'est un atout pouvoir être un peu aussi l'huile dans les rouages. Oui, c'est ça. Mais c'est très important aussi. Ouais. Mais donc, on est une équipe, mettons les choses en perspective. On est 5. Hein. Les grosses boîtes, surtout les acteurs américains, ont compris depuis longtemps l'intérêt des métiers. DigitalOcean, et ils font sur tous ces périmètres-là que vous avez vus, ils font la partie au centre en haut, la partie Kubernetes, Cloud Native, et tout ça. Ils n'ont même pas les côtés IAML. Donc c'est un périmètre beaucoup plus petit. Ils sont plus de 35 personnes qui font des DevRel. Voilà. On peut parler aussi de nos chers amis de Microsoft. Non, de la partie Cloud Advocate de Azure. Ce n'est pas pour tout Microsoft, simplement pour Azure. Il y a, la dernière fois que j'ai vu, il y avait 115 personnes. Et quelques, ouais. On doit trouver des potes par là, voici, Miti et où. Voilà, il y a beaucoup trop de monde. Ouais. Donc oui, effectivement, la plupart des grands acteurs américains, surtout, ça fait 20 ans qu'ils ont compris l'intérêt de ces métiers. Et parmi les gens qui y a là, on a des super potes qui sont super actifs dans les communautés, super sincères dans leur approche. Pourquoi des gens comme ça, je pourrais faire la même chose avec Google, où j'ai aussi plein d'amis, payent tous ces gens-là pour passer du temps avec les communautés. Bah ouais. Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que derrière, il y a un vrai intérêt pour eux. Il y a un vrai intérêt pour eux que les communautés puissent prospérer, il y avait intérêt pour eux que les gens puissent facilement trouver les interlocuteurs. Donc oui, on a des costumes licornes, et on lance des paillettes et on est très rigolo, mais derrière, c'est un vrai métier dans lequel on apporte vraiment quelque chose d'important à notre employeur et on a l'énorme chance de pouvoir apporter aussi quelque chose à la communauté. Donc quelque part, pour moi en tout cas, c'est un peu le rêve d'avoir transformé ce que j'aime faire dans mon métier, qu'on me paye pour ça. Exactement. Ouais. Mais papa, on te paye pour te déguiser en licorne et aller parler. Techniquement, oui. Oui. Merci beaucoup. Attendez. On a dit qu'on adore les feedbacks. On adore quoi? Bah oui, les feedbacks. Donc, un petit lien. Mais en fait. mieux encore, on adore les questions, on adore les partager. Comme les pizzas ne sont pas encore là, on a un petit peu de temps. Je pense que c'est le moment que ce talk-là se transforme en discussion, en table ronde. Discussion. Attends, Tu peux piquer celle-là? Discussion. Et là, je vais me faire plaisir. Élevez ça. N'hésitez pas à répéter les questions dans le micro. N'hésiteront pas à répéter les questions dans le micro. Attends, hop là. Oh, si vous n'avez pas, je vais être déçu. Attends. Donc en 2018, tu as convaincu OVH de l'intérêt et est-ce que tu es justement challengé tous les ans par la direction de ton entreprise sur le sujet? J'imagine que oui. Et comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un métier qu'en général, tu es challengé. Tu n'as pas ta question? Ah, on m'a dit, bien vu. T'es l'assistante en fait. En 2018, je suis arrivé chez OVH. On m'a demandé si, une fois que j'ai convaincu que le métier était intéressant, si je suis rechallengé, si maintenant qu'on est une équipe, on est rechallengé. Oui, de facto, et pour toutes les boîtes dans lesquelles j'ai
connaît, même pour des Google qui a 20 ans d'expérience dans les DevRel, il y a toujours cette idée-là de oui, mais il faut quand même En fait, montrer que ça sert à quelque chose. Oui, mais vous allez à tout raconter votre histoire licorne. En quoi c'est intéressant ça? Et c'est une partie que personnellement, pour être honnête, je trouve fatigante, mais que c'est une constante aussi de métier. Je pense que pour les gens qui font du marketing, je ne sais même pas si à chaque fois on les demande, mais oui, mais est-ce que ce pub-là a bien marché? Mais en tout cas, pour nous, et dans toutes les boîtes que je connais, c'est quelque chose que, en fait, tu n'as pas de vraies métriques. Tu n'as pas de vraies métriques. Tout le monde, il y a des bouquins et des conférences entières autour de comment on mesure les DevRel. À la base, c'est quand tu te demandes comment tu mesures le succès de ta pub télé. Les gens peuvent te faire des trucs super compliqués. Derrière, c'est... Et celui qui dit le contraire n'est pas sincère. Donc, l'héros est compliqué. Vous allez nous écouter aujourd'hui. Semaine prochaine ou dans un mois, vous allez voir un truc d'OVH. Tiens, vous allez peut-être tester. À ce moment-là, tu vas chercher une vidéo ou tu vas acheter le bouquin Kubernetes qu'Aurélie a fait. Que, en fait, si vous voulez apprendre Kubernetes, c'est la meilleure ressource. Et ce n'est pas parce que c'est elle qui l'a écrit, c'est merveilleux. Mais et après, tu vas peut-être tester le Managed Kubernetes et voir des tutoriels qui ont été faits entre Olivier et Stéphane. Et après, tu vas voir, et une année après, peut-être ton manager dit, bon, on doit faire un Managed Kubernetes, on va aller chez Azure. Ah non, mais attends, on va tester celui d'OVH, je l'ai testé, ça se passe bien. Il n'y a personne qui peut restituer ces chaînes d'événements et dire, c'est grâce au Delicorne et au tutoriel de Stéphane et Olivier et à l'autre talk que j'ai vu au bouquin d'Aurélie qu'on a fait ça. Ouais, t'as pas de... Donc, de ce fait-là, tu dois prouver par A plus B, tu dois expliquer, tu dois faire de la pédagogie en continu, et tu dois même te trouver, c'est triste à dire, des vanity metrics, mais qui veulent dire quelque chose. Oui, des vanity metrics, des choses qui sont très bien dans un Excel. On a participé en tant que speaker à 48 conférences. On a participé à 64 meetups. On écrit 27 blog posts. Et on a écrit 37 tutoriaux. Et on a mis à jour tel truc-là. En vérité, ça veut dire, on a travaillé. Bah oui, c'est ça en fait. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses mettre des trucs dans un Excel, même si ça vaut ce que ça vaut. Parce que derrière, et donc ce côté-là de t'y challenger, bah, il faut l'accepter parce que quelque part c'est logique. S'il y a les deux gars qui te disent on va aller à Tours, il faut que réserver un train et un hôtel et machin, et pour faire quoi? Pour se déguiser en licorne et parler de DevRel. C'est un truc très drôle. Aurélie et moi, on était à Devox France, on s'est pris une photo dans le stand, et le gars l'a posté sur LinkedIn, et derrière, il y a notre CEO qui a envoyé un message, je vous ai reconnu. Donc voilà. Bon, écoute, Un peu normal. il faut assumer derrière. Et il faut expliquer tout juste que derrière les paillettes, il y a un vrai métier, avec un vrai intérêt, que quand on soutient les communautés, on le fait parce que personnellement on aime, mais en tant que boîte, ça fait un sens de soutenir ces communautés-là et d'être présent. Que quand on dit on va être sponsor Platinum à Tourantech, c'est parce qu'on adore Tourantech, mais c'est parce que derrière, ça apporte quelque chose à la boîte, ça apporte de la visibilité, ça apporte aussi l'idée de tiens, ils s'impliquent dans les communautés, ça apporte la possibilité de faire des discussions. Mais tout ça, il faut les rappeler. Et les rappeler. Encore et encore. Ouais, exactement. Non, mais c'est très bien. Alors, j'ai une autre question qui est sur... est-ce que c'est pas un métier DevRel qui est surtout quand on est aux entreprises qui vendent en produits? Par exemple, OVH, ça a du sens. Ouais. Mais une ESN qui essaie d'avoir des DevRel, est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué? Et c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse du tout. Je te laisse? Ouais, allez, chiche. Ouais. Allez. En gros, c'est quand des entreprises en fait ont des produits, du coup, c'est plus, on va dire, dans la continuité, donc d'avoir des DevRel, mais pour les sociétés de services, en fait, quel intérêt? Pour mon cas, on va dire, personnel, j'ai tenté d'être DevOps
engineer. Ah, voilà. Et DevRel pour une petite société de service. Et bah, quand tu n'as pas vraiment de temps, on va dire, consacré déjà, ça ne marche pas du tout. Et quand tu n'as pas de vrai, on va dire, produit, un vrai service, en fait, on va dire que la seule chose que tu fais, c'est, on va dire, aider tous tes collègues, en fait. Donc, en gros, on va dire, c'est toute la partie de mettre en avant, du coup, le blog de l'entreprise, les tutoriels, en fait, toute la visibilité, aller, du coup, dans les conférences, parce que quand tu fais des talks, en fait, ton entreprise également, elle du coup, vit cible, en fait. Donc, en gros, c'est toutes les choses pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Mais tout le reste, en fait, non. C'est pour ça que dans beaucoup de boîtes, tu vois des DevRel à temps partiel, des gens qui sont des consultants, mais en même temps, beaucoup de DevRel. Et les produits de ces boîtes-là, c'est la propre boîte. Si je vous parle de Senica, pourquoi tout le monde en France connaît Senica? Alors? Parce que c'est une petite ESN. Pour les canards. Mais voilà. Et pour eux, les DevRel, c'est une question d'image de marque, c'est une question de recrutement d'ingénieurs, mais surtout aussi de recrutement de clients. Et donc, ils sont des mondes auxquels on les laisse beaucoup de liberté pour être DevRel à temps partiel. On ne les enlève pas parce qu'il faut quand même qu'ils ramènent des chiffres, c'est une ESN, mais on les donne en mi-temps. Et c'est quand la boîte comprend ça. Après, il y a d'autres ESN, comme on a vu qu'il dit tu fais DevRel, mais le soir entre 20h et minuit et le week-end aussi. Le week-end et autres. Je peux apporter juste un complément. Donc, chez Worldline, on n'a pas d'API et de produits à vendre directement, mais nous, on a une problématique, c'est qu'on est catégorisé comme une boîte de paiement un peu sérieuse, etc. Et on n'est pas perçu du tout comme une boîte tech, alors qu'on fait pas mal de tech. Donc, on a créé une équipe DevRel. Nous, on appelle ça plutôt TechRel parce qu'il y a des ops, il y a des devs. C'est beaucoup mieux comme nom, honnêtement. Ça, juste après, comme on nous, reprend sur ça, mais continuez. Et donc, le but de notre démarche, c'est pas de vendre des produits, d'exposer, c'est de transformer la perception de Worldline aussi comme une boîte de tech pour attirer les gens, améliorer la réputation de l'entreprise dans les communautés tech. C'est ça. Et donc, on a une équipe qui est chargée de ça, d'animer, plus des gens à temps partiel, avec un budget. Parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est clair. Très important le budget. Et la différence avec une ESN, c'est qu'ils n'ont pas toujours cette pression-là de devoir faire des chiffres clients. Donc c'est pour ça, pour moi, l'ESN, c'est là où c'est le plus compliqué si tu as envie de faire ce métier à temps complet. Et même dans des boîtes qui ne font pas directement des produits, s'ils ont le bon mindset, tu peux trouver de quoi faire des DevRel. Sur une ESN, il y a tôt ou tard cette pression de commercial des chiffres qui risque de poser un souci. Tu vas être d'abord gentiment poussé, oui, mais tu peux aller quand même 2 ou 3 jours par semaine chez les clients, et poser 4 et demi. Voilà. Donc, oui, non. Et voilà. Le budget, c'est super important. Si on vous propose un rôle, dit, oui, mais est-ce qu'il y a un budget, Et sur les trucs de DevRel, effectivement, on parle de DevRel. Nous, chez OVH, on a beaucoup plus un profil hybride entre Dev et Ops. Je n'aime pas dire le mot DevOps parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est... et nos clients aussi, c'est des Ops, des sysadmins, des SRE, des DevOps, des développeurs aussi. Pour moi, le terme DevRel, c'est utilisé parce que c'est démarré comme ça. Pour moi, et je l'avais dit à Worldline quand j'étais passé vous voir au mois de juin, il faut le voir comme TechRel. Tu t'adresses aux techos qui parlent aux techos. D'ailleurs, nous, maintenant qu'on fait la IA avec Stéphane, il parle de data scientists aussi. Ils ne sont pas des devs quand même. Grave. Mais c'est des techos. Non, mais
Donc ouais, exactement. Tout le monde connaît le fondateur d'OVH. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui est pure tech, parce que Octave est pure tech quand même, ça aide pas pour créer une équipe chez OVH? J'hésite entre dire Joker, non, je ne vais pas dire Joker. Au fait, non, ça peut aider et ça peut être aussi problématique parce que OVH se construit avec une culture interne de on fait tout nous-mêmes, on ne va pas forcément communiquer parce qu'on n'a pas le temps, on doit avancer, on doit créer de nouveaux produits, on est à fond et arriver à dire oui, mais on va faire un peu d'effort. Et en plus, je vais demander aux gens de libérer un peu de temps pour qu'ils aillent écrire un article de blog et pour qu'ils aillent parler aux communautés. Il y a, par rapport à l'OVH historique, un changement de culture qui se fait à plein de niveaux. C'est pas moi qui l'a fait ni de loin, mais en fait, tout dépend de si la boîte comprend bien qu'il y a un intérêt à aller montrer ce qu'on fait à l'extérieur et pas seulement montrer nos produits, aller parler à que notre cause aille parler de tech à l'extérieur, à qu'ils écrivent des articles, à qu'ils passent du temps, les mêmes gens qui sont à fond pour sortir les produits, à les piquer du temps pour qu'ils fassent un beau tutoriel. Et donc, le fait d'être techos, ça aide sur certaines choses, sur d'autres choses, ça dépend de mindset. Et en plein de boîtes, tu arrives à dire, il faut que tes développeurs, je vais te piquer une journée par mois pour qu'ils fassent de la doc, voire 2 journées quand ils sortent le produit. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Et il faut expliquer, en gros, ce qu'on a expliqué ici, et le fait que cette pyramide de Maslow, c'est le fait que si tu veux que les gens utilisent le produit, il ne suffit pas de dire j'ai fait une release, il faut aider à que les clients se l'approprient. Et si ta cible classique, c'est les experts Linux qui prenaient une machine bare metal et qui s'installaient tout à la mano, et tu arrives sur le monde de cloud, il faut que la boîte, et pas le fondateur, ce n'est pas lui le problème, mais il faut que la boîte entière se rende compte de, quand tu proposes des produits cloud, ton utilisateur type n'est pas le même utilisateur que le sysadmin qui va te prendre un serveur dédié, va t'installer un Linux Exarbo parce que Ubuntu c'est trop mainstream pour lui, et il va te monter tout, et sa base de données, il va l'installer, il va faire les procédures de backup manuel avec des scripts en Perl, et va savoir. Et quand tu maintiens un catalogue de produits aussi grand que ça, et tu as d'un côté ce type de client, tu as plein de petites boîtes que la seule chose qu'ils veulent, c'est leur site web et un PHP, MySQL, parfait. Et à côté, tu as des public clouds, que la boîte comprenne globalement qu'il faut s'adresser à ces différents clients de façon très différente. Et donc, ce n'est pas une question de tech ou pas tech, c'est une question de... Ça a beaucoup changé de quelques dernières années, tout le monde de l'informatique. Et ce n'est pas évident de se rendre compte de ces changements-là, même si tu les vis au quotidien, quoi. À un moment donné, nous, on est des petits aussi d'huile dans les rouages pour accompagner ce type de changement de culture. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Mais... J'ai une question parce que tu as évoqué le fait d'être arrivé chez OVH DevRel, Advocate, et entre autres pour Kubernetes qui à l'époque n'existait pas. Alors, du coup, comment tu commences pour un produit qui n'existe pas c'est le meilleur moment. Justement. Aurélie vous a parlé des clients zéro. Et Kubernetes, ça marquait un tournant chez OVH, c'était le premier produit que le jour de la sortie, on avait une doc complet. On avait des tutoriaux, mais pas des Hello World, on avait des tutoriaux. Vrai. Concret, en fait. Tu vois. Quand tu arrives à ce moment-là que ça se crée, tu peux discuter avec les équipes. Je ne connaissais pas grand-chose de Kubernetes en arrivant, et maintenant, même si je me déclare généraliste, mais j'arrive quand même à bien me servir de Kubernetes. Mais c'était super parce que j'étais là au bon moment, j'ai testé chaque petite mini-release alpha, j'ai remonté les soucis, j'ai pu commencer à écrire les docs, et donc c'est beaucoup plus
compliqué quand tu arrives à un produit qui a déjà quelques années, tu dois te l'approprier, tu dois suivre les évolutions, en même temps rattraper les retards. Donc, Donc, ouais. C'est cool à faire, je pense. j'ai beaucoup aimé cette époque-là. Même si, comme j'ai dit, être tout seul, essayer d'être sur tous les fronts, c'est extrêmement compliqué, mais cette partie-là d'être client zéro quand tu arrives, je ne sais pas, Stéphane pourrait vous raconter aussi son expérience. Il est arrivé quand les produits IA, ils étaient encore en bêta presque privée, avec très peu de monde. C'est vrai, et maintenant c'est un truc génial, parce que forcément j'ai aidé énormément. Ah, c'est trop bon. Non, mais Horatio a raison, en fait, on l'a tous vécu quand on a commencé un projet. Ouais. Et de partir de zéro et de voir le truc arriver en prod, c'est super galvanisant. Là, on a une grosse chance, en fait, c'est que nous, on change de produit, on a des nouveaux produits, donc on n'a pas un peu cette routine d'une appli de gestion qu'on fait tous, et en disant, putain, j'en ai un peu marre de faire un nouveau formulaire et tout ça. Donc, du coup, de voir vraiment le produit se créer et de participer et de remonter les bugs ou les améliorations aux devs qui nous disent ah c'est cool parce que nous on avait et on n'avait pas pensé que ça se faisait comme ça. Donc là c'est super gratifiant. Et du coup je suis expert IA. Ça y est, ça y est. Non, mais ouais, c'est top, hein, je trouve. Non. Oui? Allez, Vous avez dit 18 mois de péremption. péremption, mais Fanny, je te permets. Bien chacun. Je suis périmé depuis longtemps. Tu vois quoi? Alors attends. Donc je suis à. Attends, il va se mettre là à paniquer, je crois. Je vais me mettre en PLS. Il va se mettre en PLS. Donc, il nous demande, on a dit 18 mois de péremption, à combien on est? 5 ans moins 5 mois. 5 ans moins 5 mois. Je suis à 15 mois, je crois. Tic, tac. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, mais ça c'est une moyenne. Nous, on est une Dream Team, notre rôle c'est relever la moyenne. Je suis là, je suis Oui, mais ça va vite. De toute façon, chez OVH, on a une blague en interne, mais qui s'applique assez bien, c'est que le temps passé en OVH se mesure en année chien. Chien, ouais. Donc, je crois que j'ai déjà fait toute une Oula, carrière chez OVH, quoi. c'est bon. Non, mais ouais, bah ça va en tout cas très très vite, je trouve. Mais vraiment très très vite. Parce que disait Horatio aurait dit sur le. Je peux me permettre d'intervenir. Tu peux. Sur le côté passion et vie privée, le déplacement, la vie du temps, tout ça, c'est encore plus marquant les premiers mois. Ouais. Parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez jouer avec plein de jouets et qu'on vous dit, voilà, là on vient de te créer un compte chez Overclock et tu as accès à tous les produits. À l'attaque. Donc, Tu cliques en fait, tout. on n'arrête pas, quoi. Et le problème, c'est de se focaliser, d'accepter, comme je crois que c'est plus sur Horatio qui disait, d'accepter de ne pas pouvoir tout faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, en fait, c'est impossible. Et typiquement, c'est pour ça qu'on se spécialise, mais que moi je fais sur l'IA, sur la partie cube, par exemple, parce que si moi je m'écoutais, en fait, je passerais autant de temps sur la partie cube, je pense Et autres, exactement. sur la partie IA, et on ne peut pas, quoi. Et donc le piège, c'est vraiment de s'éparpiller et de partir un peu en étoile. Et surtout les premiers mois, parce que je sais que ça fait pareil avec Olivier, Non, ça fait pareil là avec Thierry qui nous a avec Thierry qui est aussi très... Ouais, voilà. sur la conso, Calme, sage, tu vois, tu dis ça. Non, mais c'est sûr. C'est compliqué au début, mais ça s'apprend. Non, mais c'est sûr. Prendre le chemin inverse, quels sont les retours que peuvent vous faire les équipes produits par rapport à votre activité de DevRel? Donc, les retours que les équipes produits nous font sur notre activité de DevRel. Les archives, les ops, etc. Alors, bah, par exemple, en fait, quand on fait des articles, on va dire, dans les magazines, et bah, t'as l'équipe qui sont très contentes, en fait, parce que, bah, quand on parle de leurs produits, et en toute, on va dire, transparence, en fait. Donc, en gros, bah, eux, bah, comme quand ils sont très contents, parce que, bah, toi, qui est pas, on va dire, dans leur équipe, tu les mets en valeur, en fait. Et bah ça, on va dire, bah là, bah depuis, on va dire, un an et quelques, bah,
toutes les semaines, en fait, moi, j'ai des remerciements, en fait. Oui, mais pourquoi? Tu crées des tutos, tu crées de la doc, tu les mets en valeur. C'est des remerciements, en fait. Oui, mais c'est ça, tu les crées des tickets. Créer des tickets, etc., bah, tu leur dis que bah, ça ne fonctionne pas. Toi-même également, tu on va dire, crées des pull requests également, tu vois. Donc en gros, c'est un travail de collaboration. Donc, tous les jours, en fait. Donc voilà. Et aussi, ils ne sont pas habitués à avoir des feedbacks directs des utilisateurs. Donc ça les aide aussi. Il faut te rendre compte qu'en tant qu'équipe produit, je pense que ça passe dans la plupart des boîtes, tu es souvent assez éloigné de l'utilisateur final. Donc le feedback qui t'arrive est souvent pas direct, machin. Là, quand tu arrives en tant que DevRel, tu donnes des vrais feedbacks, des pistes de résolution, des trucs, bah c'est cool, c'est clair, c'est un feedback donné par quelqu'un qui parle le même langage, quelqu'un de tes causes, donc actionnable, bah, en général c'est cool. Surtout si en plus tu joues le client zéro et tu donnes le feedback avant qu'un vrai client se le prenne dans les dents. Là c'est comme, wow, très cool. Ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on les insulte pas, en fait. Moi, je l'insulte une fois sur deux pour juste garder un peu de pression. Non, mais c'est vrai, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on a un retour qui est plus bienveillant. C'est nos collègues, on va pas les défoncer. En plus, on a été dev. En général, on ne fait pas exprès de faire un bug en prod pour faire chiement. En plus, sur un malentendu, tu vas devoir te couper un peu de la PR, donc tu as intérêt à... Le vrai retour, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils me disent pratique encore. On n'avait pas pensé que ça s'utilisait comme ça. Ouais. Un dernier exemple que j'ai eu, c'est qu'on avait sur notre clé, on s'authentifiait soit un login password, soit un token. Moi, mon réflexe, c'est de me dire, bah, le token, en fait, c'est le token créé à partir du login password. Bah, en fait, non, c'est un token qui vient d'ailleurs. Je leur dis, bah, vous comprenez que moi, j'ai pas compris ou... En fait, ils me disent, bah ouais, c'est vrai qu'on l'a créé, on savait pas ça. Et du coup, ils ont tout de suite mis dans leur backlog du sprint suivant, clarifié le truc. Et du coup, ils ont fait ça. Ou alors sur un renommage, ils lui ont renommé des produits, juste des noms. Je leur dis, franchement, quand on n'est pas dans le truc, votre renommage, il est chelou, quoi. En fait, on a l'impression qu'on perd le truc et tout ça. Donc, réfléchissez un petit peu, ils y réfléchissent, et après, effectivement, ils prennent ou ils prennent pas. Et quand ils prennent, ce qui est cool, c'est que le retour qu'on a nous, c'est bah ok, c'est heureusement qu'on en a discuté parce que peut-être qu'on aurait mis en prod un truc qui était pas cool. Donc pour moi, le retour en interne, il sert vraiment à ça. C'est à leur, comme disait Horatio, à leur faire un retour du monde extérieur qu'on a rarement quand on est dans le guidon. Et même des fois, une fois que ce rôle de client zéro est bien établi, il t'invite aux réunions d'archi, il t'invite à plein de réunions dans lesquelles tu vas jouer en beaucoup mieux le rôle de canard en plastique, parce que tu vas être un canard qui en plus, il répond. Donc quelque part, c'est super intéressant pour eux aussi. Ils ont un regard extérieur, mais un regard qui est bienveillant, de quelqu'un qui travaille dans la boîte, donc qui a les mêmes intérêts, mais c'est souvent le premier regard extérieur d'un TECOS qu'ils vont se prendre. Donc, les équipes, depuis que tu es arrivé, la team Kubernetes te remercie toutes les semaines en gros, quoi. Toi, quand tu es arrivé à la team IA, tout le monde était super content de Etienne, parce qu'en plus, avec ce rôle de client zéro, tu te places à la place d'un vrai utilisateur, quelqu'un qui construit les produits. Il ne va jamais pouvoir se mettre dans le rôle d'utilisateur. Il connaît le produit trop bien et il va l'utiliser de la façon dont le produit est conçu. Nous, on arrive avec nos gros sabots, on l'utilise de la façon qu'on pense. Bah non, c'est orthogonal à ce qu'il pensait. Ah mince, donc si ces abrutis de DevRel n'arrivent pas à comprendre, c'est que, ouais, peut-être c'est pas clair. C'est vrai. Après, non, pour moi, c'est de la collaboration, en fait. Car on est tous dans la même en fait, entreprise, mais on a du coup, on va dire, un regard très différent peut-être. Donc, ouais, c'est comme